Suite des questions-réponses, troisième partie, peut-être la dernière, on verra. Alors, question de Sylvain Durin en Lorraine. Salut Sylvain. On en a parlé, il me dit, question que tu connais déjà, on en a parlé au moment où je tournais mon documentaire Le sang du père. En quoi un retour à la figure paternelle permettra-t-elle la résilience de notre peuple? Et la résilience en général, je devrais dire. Le père, dans toutes les cultures, est fondamental. À mon avis, c'est parce que le père, il dit non. La mère a tendance à, parce qu'elle a porté son enfant, à lui donner beaucoup plus. Et puis la sensibilité féminine, alors c'est une généralité parce que c'est pas vrai dans tous les cas, elle a tendance à donner de l'amour et c'est important et c'est fondamental même. Mais à un moment, le père doit donner les limites. Il doit dire non. Il doit donner non par la force physique, mais la force morale. Et l'homme, le père, donc, il veut que sa descendante survive et donc il est prêt à se plier un petit peu au désir et au souhait de sa femme, sinon elle va se barrer avec un autre. Et là, bah, l'autre, il peut tuer sa progéniture ou en faire une nouvelle. Puis bon, en général, on aime bien quand même nos épouses, enfin nos femmes en général. Euh, mais parce que nous, on est un peu stressés que nos femmes fassent des enfants avec quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, à la base, hein, ce qui nous stresse. Et c'est ce qui, d'ailleurs, arrive dans les tribus autochtones. C'est que on voit très bien chez je dirais pas nos cousins, mais on est des singes, donc on n'est pas cousins des singes, on est nous-mêmes une espèce de chimpanzé. Bah, les autres chimpanzés, ceux qui sont un peu plus poilus que nous, enfin ça dépend, hein. Eh bien, normalement le chef, le alpha, normalement il se reproduit avec toutes les femelles. Sauf que dans la réalité, on se rend compte que les femelles en douce, elles se reproduisent aussi avec des autres de clan, voire parfois des gens de l'extérieur. C'est bien pour la diversité génétique, mais ça montre aussi qu'en fait les femmes ont tendance à aller chercher les gènes et pas seulement chez le même. Donc nous, ça nous stresse évidemment parce que nous on veut que ce soit nos gènes, puisque ça va être nos ressources qui vont s'en occuper, alors que pour les femmes, elle est sûre de sa descendance. Elle est sûre que, quel que soit le type avec qui elle va faire un gamin, y compris en cas de viol, c'est quand même son gamin à elle en même temps. Et ça, c'est une particularité. C'est pour ça que on peut même aller loin, on peut même imaginer que politiquement, une femme n'est pas, alors encore une fois, c'est généralisé, puis c'est basé sur l'anthropologie et pas sur, on est des êtres humains avec justement un néocortex qui nous permet d'aller au-delà de notre anthropologie et au-delà de notre programmation biologique. Mais c'est pour ça qu'à la limite, on peut comprendre des sociétés où on ne fait pas confiance aux femmes, où on ne leur donne pas le droit de vote, parce qu'on leur dit, bon, ben, en fait, au-delà des côtés hormonaux, où une fois par mois, elles sont... Mais il y a aussi un aspect, elles sont capables, si elles peuvent avoir des gosses avec des autres, elles vont nous trahir. Mais nous, on va mourir si on se fait envahir par les autres. Si un autre peuple nous envahit, il va nous tuer. Nos femmes, elles vont les prendre, mais elles s'en foutent, parce qu'elles vont quand même faire des gamins avec les mecs, avec les nouveaux envahisseurs. Parce que nous, c'est pas sûr. Donc, donc voilà, donc c'est hyper politiquement correct ce que je viens de dire, mais c'est une constatation de l'anthropologie, c'est pas notre société aujourd'hui. Nous, on est capable de s'élever et d'aller plus loin que la nature. Et si vous êtes féministe et que vous vous énervez à cause de ça, c'est que vous êtes conne, en plus d'être féministe. Mais la nature, c'est la nature, et nos sociétés sont capables d'aller au-delà de cette programmation naturelle, fort heureusement, sinon on passerait notre temps à se péter la gueule et à se violer les uns les autres, ce qui au bout d'un moment devient fatigant et stressant, et c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que j'avais noté? J'ai pris quelques notes. Euh, voilà, le sens des responsabilités de l'homme, il est inculqué par son père, par cette barrière, par ses limites, par ce non, et puis par le regard social. C'est-à-dire que si dans la société, la société elle est uniforme, elle est homogène, et qu'on dit à un homme ou à un jeune garçon, voilà ce qu'on doit faire, et aussi une jeune fille, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, par le père, on a ses barrières et ses limites, parce que le père va valider la société, et va aussi dire, ben voilà, dans notre société, on ne vole pas, on ne viole pas, on ne n'escroque pas, on est tolérant, on est ouvert, mais on est ferme. Et voici les règles, et voici les punitions si on ne s'y tient pas. Ce père n'existe plus. Il n'y a plus de père. Le roi a été éliminé. Le chef d'État il est de plus en plus ridicule. En plus, les politiciens et les grands chefs d'entreprise, etc., de plus en plus, c'est cas d'escroquerie sur escroquerie sur escroquerie. Il n'y a plus aucune figure paternelle de pro légitime, estimable. Comment veut-on que les enfants, les jeunes,
deviennent droits, dignes, ils aient de la force, de la moralité, quelle qu'elle soit. Mais comment peut-on... Et après, on se plaint qu'ils aillent dans la religion et dans l'extrémisme. Eh ben, évidemment, il n'y a pas de figure. Donc évidemment, ils vont trouver la figure, ils vont trouver le petit caïd, ils vont trouver le petit imam ou le mec d'une secte qui va te dire, viens, moi je vais te donner des règles. Et en plus, ça va être dur, mais au moins, il y a un cadre. L'être humain, il a besoin d'être cadré. Nous ne sommes pas faits pour être des individus, nous sommes faits pour faire partie d'un clan. Si on trouve un clan qui nous cadre, on va être heureux. C'est comme ça. On peut le regretter. C'est probablement une phase intermédiaire de notre évolution, si on a la chance, si on aura la chance d'aller plus loin. Mais voilà. Et le problème, c'est que si on se fait enrôler dans un caïd et on finit dans une armée, c'est que tôt ou tard on va mourir parce que généralement le caïd ne veut pas notre bien, il veut nous utiliser comme pions, comme petits soldats dans une conquête, que cette conquête soit la conquête des cités ou la conquête d'un pays ou d'un territoire ou de imposer une religion ou autre. À la fin, c'est la guerre et à la guerre on va mourir parce qu'on est un pion et on est un petit soldat, on n'est pas un général. Donc souvent les gens qui sont mis sous la coupe d'un petit caïd, mafieux ou autre, finissent mal, parce ils vont être sacrifiés. Alors, en plus, voilà, et donc moi je pense qu'un enfant sans père, au fond, il a plus de chances de mourir. Un enfant dont le père est absent ou pas présent, ou finalement qui a été castré par le féminisme, va vivre en fait, malheureux, et à la fin risque plus de mourir que d'autres, parce qu'il a moins de force morale, physique, mentale, de détermination pour bien s'en sortir. Et je pense que c'est un immense desservice que d'avoir des familles monoparentales, et surtout, enfin, par définition, avec un père absent ou sans père, ou un père soumis. Et donc, collectivement, une société où massivement il n'y a plus de père, plus de chef, plus de roi, plus d'intégrité, il n'y a plus que des escrocs et des fillettes, euh, et qui ne vit que sur des bons sentiments, comme c'est le cas de notre Occident aujourd'hui, je pense que c'est une société vouée à la mort. Et en plus, comme il y a un effondrement qui arrive, ça va rendre cet effondrement extrêmement brutal. Ça fait partie des problèmes de la chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire en tant qu'individu et de se mettre d'accord avec son épouse. De toute façon, les femmes, elles veulent pas des chiffres molles, hein. Elles veulent des. Alors, être un homme viril, être un père responsable, ça veut pas dire foutre des torgnoles. On est d'accord. Ça veut dire être un roc. Ça veut dire être solide sur des principes. Ensuite, on peut être flexible dans les faits, mais sur les principes, il faut être solide. Et sur ces principes, eh ben, on peut bâtir une relation homme-femme, une relation avec sa famille, qui sont dans un respect mutuel. Et oui, pourquoi pas, on peut ensuite partager certaines tâches. Moi, je suis pas bloqué comme Zemmour par rapport au fait que tu changes pas tes gosses ou que tu fais pas le repassage une fois de temps en temps. Je veux dire, de toute façon, bon, c'est un raisonnement bourgeois que je vais avoir, mais de toute façon, le repassage, c'est la nounou qui le fait. Enfin, je veux dire, c'est la femme de ménage. Puis tu bosses, tu gagnes un peu d'argent, puis tu embauches quelqu'un qui fait ton repassage une fois par semaine. Moi, j'ai jamais fait de repassage dans ma vie, ça me fait super chier. Et je préfère bosser, faire autre chose et mettre de côté. Alors là aussi, ouais, t'as de l'argent. Non, je mets de côté. L'épargne, c'est un concept révolutionnaire, à ce qui paraît, en France. Et donc tu mets de côté, et à ce moment-là, tu fais venir une nana 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, ça te coûte 50, 60 euros, je sais pas. Puis elle fait ton repassage, parce que moi, je suis nul à repasser. De toute façon, je porte plus de chemise. Mais enfin, voilà. Je fais les lessives à la maison, je vide les poubelles comme tout le monde, je change les gosses, les habits, je vais faire les courses. Je me sens pas moins viril et moins père. C'est là où il ne faut pas mélanger non plus le tout. Autre question, tu as des enfants en bas âge, oui, 9, 7, 4 et demi et 1. Donc ça c'est leur âge. Ils ont chacun un EDC ou un Bob, si oui, de quoi est-il composé? Et quelles sont les préparations spécifiques que vous avez mis en place dans votre BAD les concernant? Alors, alors ils ont un sac d'évacuation très simple. Le grand à 9 ans, il est un petit peu plus, il est légèrement plus complexe que celui qui, évidemment, à 1 an, il porte rien. Donc, au contraire, on va devoir le porter si on doit évacuer. On a un petit sac pour chacun avec un minimum de vêtements et de quoi faire une petite évacuation. Alors, la manière dont je leur ai présenté ça, c'est évidemment les risques d'incendie, les risques de problèmes. Donc, il y a tout, avant même d'un Bob, il y a une procédure. Donc, on leur dit voilà, s'il y a de la fumée, s'il y a du feu, vous nous appelez, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce que vous faites, tel endroit de la maison où vous pouvez aller, tel endroit où vous pouvez partir, etc. Ils savent téléphoner
En tout cas, les deux grands savent téléphoner éventuellement à la police ou aux pompiers. Euh, Ils savent également comment s'organiser en cas de gros pépins. Après, je vous avoue que j'ai pas fait 150 km de marche avec eux pour aller à Mabad. Ils sont encore petits. Les sorties camping que l'on fait, elles sont rigolotes et ludiques. Je les stresse pas. De manière générale, la préparation pour les enfants, c'est un thème très long. Je ne vais pas y répondre ici en longueur. Ça mériterait plusieurs heures, voire un livre entier. Mais les règles fondamentales que j'ai mises en place pour mes enfants, c'est tout d'abord de ne pas les stresser. C'est-à-dire que c'est des enfants, ils sont tout jeunes, ils sont innocents, ils veulent vivre leur enfance, ils veulent s'amuser. euh, Ils ont déjà du boulot pour l'école. Je leur demande de savoir se défendre, de savoir être sportif. Je leur demande donc on a une certaine programmation de vie, donc je leur demande d'être hygiénique, d'être sportif, d'être studieux, de lire, d'avoir une bonne condition physique et de savoir nager, de savoir marcher assez longtemps. Après, le reste, j'essaie de limiter les dégâts de la société moderne, de la publicité. Ils ont déjà pas de télé, c'est déjà pas mal, mais et des copains sur leur mental et leur valeur morale. Mais je veux qu'ils passent leur enfance à être conscients que c'est beau d'être un enfant, on s'amuse et que je vais pas les stresser, les angoisser avec mes histoires d'effondrement économique et de violence et de guerre civile, etc. En revanche, on leur apprend aussi à être maître de leur corps, d'être responsables de leurs actions, alors, en fonction de leur âge. Hein. À 4 ans, c'est pas la même chose qu'à 9 ans, c'est pas la même chose qu'à 1 an, évidemment. 1 an, ils savent. Ils sont encore au tout début de l'apprentissage, évidemment. Et petit à petit, de leur apprendre les choses sous forme de jeu, sous forme d'apprentissage graduel, et puis voilà, comment réagir aux situations tendues à l'école, avec les autres, dans la famille, ça existe aussi, les relations frères-sœurs, frères-frères, etc., les jalousies, comment on les gère, comment on gère les conflits, et surtout de leur apprendre à apprendre, et de leur apprendre à avoir un esprit ouvert, et de réfléchir par eux-mêmes. Très tôt, j'ai envie de leur apprendre, et je leur apprends à réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, nous, on n'a jamais parlé d'ethnie, de racisme, de je sais pas quoi à la maison. Mais en revanche, je leur pose des questions. Je dis, bah voilà, qu'est-ce que tu penses de ce qui t'a embêté, comment tu réagis, etc. Et on verra bien. Et je parle jamais de religion, de croyance. Je leur pose la question, je dis, qu'est-ce que tu penses? Ils me disent, ah oui, mais alors quand on meurt, est-ce qu'on devient une étoile dans le ciel? Ou alors on devient un ange? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai pas de réponse. Donc, je vais pas commencer à leur raconter des histoires complètement farfelues, mais je vais pas non plus leur casser les histoires farfelues. Ils sont confrontés à l'école avec des gamines de leur âge qui sont dans le délire total et qui te racontent à l'âge de 6 ans que oui, c'est Yahvé ou Allah qui a tout fabriqué, qui a fait le monde, la terre, etc. Je veux dire, qu'est-ce que t'en sais? Mais moi, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui pose des questions salopes, hein, évidemment. Je lui dis, mais tu penses que qu'est-ce que ça peut être, quelqu'un qui fait tout ça, nanana, et puis pourquoi, et comment? Bon, au bout d'un moment, si t'as un cerveau, tu déduis ce que tu dois déduire. Après, bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut, et moi, certainement, je ne vais pas influencer plus que de raison, et ils sont assez grands. Donc, pour la préparation, le décès, ils sont encore petits. À 9 ans, peut-être, lampe de poche, petit couteau. Alors, couteau avec une lame courbe, hein, ce qui ne pique pas, donc ils l'ont reçu déjà les deux grands, ils ont fait déjà un peu de tir, bien sûr, bien supervisé, en situation parfaitement sécurisée. Ça aussi, c'est un autre thème d'une autre vidéo, sur mon terrain privé, donc c'est chez moi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le bug out bag de mes enfants est très simple. C'est un duvet pour dormir, c'est une lampe de poche, quelques vêtements de rechange, une petite gourde évidemment avec de l'eau, et deux, trois petites choses toutes simples. Probablement il y a un briquet, probablement il y a un petit peu de corde. Mais c'est vraiment simple pour que ce soit léger, parce qu'ils sont petits, hein, ils peuvent pas encore porter des lourds poids. Et tout ce qui est nourriture, etc., bah, je l'ai déjà montré dans une vidéo où je montre mon sac d'évacuation. C'est en fait moi ou mon épouse qui allons le porter. Je vous avoue que si on doit faire une évacuation, juste sortir de la maison, ça va. Si, donc en cas de rupture de la normalité ponctuelle, un incendie, etc., là ça va. Mais si on devait évacuer soit la maison ou la ferme ou la base autonome durable pour aller à un autre endroit, faire plus qu'une journée de marche avec les gosses
plus un bébé qu'on doit porter, plus les sacs à dos, plus tout le reste, ça devient extrêmement lourd et ça devient extrêmement pénible. D'où l'importance, bien sûr, de se préparer à partir avant, si on peut, si on a des signes avant-coureurs de problèmes, de réagir avant. Ensuite, long sujet, je referai une vidéo sur ce sujet. Ensuite, autre question. Pensez-vous que les ONG, euh, coopératives alimentaires, structures de solidarité internationale, etc., peuvent contribuer au développement d'alternatives sérieuses face à la crise économique? Oui, bien sûr, et je pense que plus c'est non gouvernemental, plus c'est efficace. Encore que certaines ONG sont très liées à des fonds ou à des individus douteux, voire à des États. Donc, si elles font du bon travail, c'est bon à prendre, et tout ce qui peut aider à mitiger une crise ou les effets d'une crise, c'est bon à prendre. Donc, c'est à encourager, et même pour des gens qui sont sensibles à l'humanitaire, bah, pourquoi pas participer à ces ONG, mais sachez que dans l'humanitaire, il y a beaucoup à faire chez nous, enfin, sur place, pour vous, enfin, ce qui est chez vous pour vous. Donc si vous êtes, je sais pas, au Sénégal, bah, travaillez dans des ONG qui aident les Sénégalais. Commencez pas à aller travailler dans des ONG sénégalaises qui vont aider les Suédois qui se font envahir et qui subissent des viols et des violences de la part, je sais pas, des gens du Moyen-Orient. Enfin, vous avez plein de choses à faire au Sénégal, et de la même manière, les Français, bah, peut-être aider les Français, et les Suisses, aider les Suisses, etc. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et on a beaucoup de problèmes dans tous les pays du monde aujourd'hui sans commencer à aller enfin, si c'est votre truc, allez-y, hein. Moi, j'ai rien contre l'Européen qui va aider les petits Tanzaniens orphelins ou aveugles. Pourquoi pas? Moi, j'aide bien les mecs en chaise roulante, donc. Mais oui, pourquoi pas? Quelqu'un me pose une question rigolote, il dit, j'ai une idée qui change le monde, est-ce que tu connais quelqu'un qui est capable de débourser des millions d'euros pour investir? Bah, tu fais un business plan, tu montres en quoi c'est rentable pour cette personne, ou en quoi ça la rend heureuse de te filer 1 million d'euros, et tu montes un business plan, et c'est comme ça qu'on monte des entreprises qui sont soit commerciales, soit de bienfaisance. Donc ouais, les ONG peuvent être financées par des privés. D'ailleurs, c'est un marché colossal. C'est un marché de milliards de dollars chaque année de gens très riches qui donnent de l'argent aux ONG et qui financent des programmes. Alors certains sont discutables, d'autres sont très bien. Que penses-tu? Peux-tu commenter l'obsolescence programmée? Alors l'obsolescence programmée, c'est évidemment un processus volontaire, industriel, qui fait qu'un produit va se casser ou tomber en panne bien avant sa durée théorique maximale. Ça nous vient des ampoules, où les premières ampoules qui avaient été fabriquées par General Electric, la société qui a fondé Edison, sauf erreur, Thomas Edison, en fait, duraient des années, des années, des années, des années, presque un siècle, je crois, pense plusieurs décennies en tout cas, et que finalement, une fois que tu as vendu une première ampoule, bah, elle se casse pas, elle s'use pas, et donc une fois que tu as vendu à tout le monde, tu fais quoi? Et donc, ce que tu fais, c'est que tu fabriques des ampoules qui se cassent. Et donc, aujourd'hui, donc, il y a eu un cartel, bon, ça c'est su parce qu'évidemment ils se sont fait choper, donc il y a eu un cartel des fabricants d'ampoules qui s'étaient réunis dans les années 20 pour faire en sorte que toutes leurs ampoules à tungstène à résistance se cassent, mais on l'a vu dans les imprimantes, dans les machines à laver, dans les voitures, où bizarrement l'électronique casse après 3 4 ans, etc., et que ça coûte de plus en plus cher, et donc vous remplacez la bagnole, etc. Cette bonne guerre, c'est une saloperie de choses commerciales qui est contraire à la loi et qui, normalement, si vous êtes chopé, vous vous faites gauler avec un truc comme ça, et normalement, c'est peine de mort dans ma loi à moi. Mais, parce que c'est escroquerie. Le problème, c'est qu'on peut plaisanter, mais c'est que c'est super grave, parce qu'une grande partie de ces matières qui sont utilisées pour fabriquer des produits qui pourraient durer, je sais pas, 30, 50 ans, alors qu'en fait, ils ne durent que 5 ans, une fois, la matière, elle est usée. Et c'est très compliqué de recycler. Euh, et une grande partie finissent simplement dans des décharges. Et le recyclage est très compliqué, souvent. Des plastiques, des métaux, des circuits imprimés, etc. Donc des circuits électroniques, etc. Et donc on se retrouve avec un monde qui jette, qui jette, qui jette, qui jette, et la vie des produits. Et le gros problème, c'est que non seulement on va utiliser des ressources, mais si vous vous retrouvez, imaginez il y a un effondrement économique et pendant un très long moment, il n'y aura plus d'usines pour fabriquer des pièces de rechange ou des pièces. Vous vous retrouvez avec une machine à laver ou une machine pour la vaisselle chez vous. Vous avez quand même votre électricité, ça tourne. Si c'était vraiment bien fait, votre machine à laver, elle va vous durer 20 ans, 30 ans. Et donc, ouf, vous avez 30 ans, vous pouvez quand même gagner du temps avec votre machine à laver, votre machine à faire la vaisselle, etc. Là, il y a un effondrement économique,
votre machine, elle vous lâche au bout de 5 ans, puis après, vous l'avez tout à la main. Et vous perdez un temps fou et vous n'avez plus le temps pour votre potager. Et quand vous n'avez plus le temps pour votre potager ou parce que votre truc, vous n'avez pas le temps de vous entraîner, les barbares arrivent, vous tuent, ou alors parce que vous étiez en train de laver les trucs au lieu de surveiller, ou simplement votre potager il rend pas assez parce que vous êtes trop occupé et vous et vos enfants vous allez mourir. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je dis peine de mort. C'est que c'est sérieux de foutre en l'air et d'escroquer les gens à ce point-là. C'est sérieux. C'est pas juste ah ouais mais bon c'est des escrocs. Ouais, mais c'est des escrocs qui vont peut-être nous coûter la vie. Donc, moi, j'achète que des marques qui sont connues pour avoir une très très longue durée de vie. Alors, ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que dans l'électroménager, dans l'informatique, bon, l'informatique, je fais comme tout le monde, hein, Apple, PC, machin. Mais pour qu'on appelle les produits ménagers blancs, donc les frigos, les machines à laver, machines à vaisselle, etc., j'essaye d'avoir les marques qui durent le plus longtemps. Donc, c'est une catastrophe sinon cette obsolescence programmée. C'est vraiment un crime. Alors, autre question un peu plus longue. Euh, donc, ça parle des solutions. On nous dit, oui, elle est longue cette question, je vais la résumer. On pourrait. Alors, votre théorie de la fin des ressources se base sur la progression mathématique des besoins de notre société face à ce que peut fournir la nature. Pourtant, la population entière de la Terre pourrait tenir dans une ville grande comme le Texas. Bon, peut-être. Ça va être super sympa d'être tous ensemble. Il arrive assez d'énergie en soleil en 20 minutes pour remplir tous nos besoins pendant un an. Ouais, mais il faut la choper. Et il faut la stocker. Pas facile. Les Russes ont travaillé sur des théories qui parlent du principe, c'est pas les Russes, c'est un Russe, une fois a parlé d'une théorie de pétrole minéral, donc abiotique. Ça aussi, c'est une question qui me gonfle à chaque fois. Putain, faites un peu votre boulot, quoi. Et qui se traduit avec des réserves quasi infinies. Non, ils croient que ce serait ça, cette théorie. Mais c'est une théorie des années 1960, donc ça fait quand même 50 ans que cette théorie ne se démontre pas dans la réalité. Et puis, je peux te dire, quand tu demandes à des géologues, pour faire simple, si tu veux, les roches carbonées qui sont non biologiques, donc qui viennent de la Terre, elles ont le même rapport d'isotope de carbone 13, carbone 12 que l'atmosphère. Par contre, celles qui viennent à partir de plantes, et les bactéries qui faisaient de la photosynthèse et qui ont servi à faire ce qu'on connaît comme pétrole biologique, si on veut, biotique, euh, eux, ils préfèrent euh, le carbone 12 au carbone 13 et carbone 14, parce qu'il est plus léger. Et donc, et donc, lorsqu'on calcule les taux de carbone dans le rapport isotopique du carbone 13, 12, 14 dans le pétrole, on se rend compte que c'est du carbone 12 et pas du carbone 13, 14. Donc, et c'est pareil pour le charbon. Donc en fait, on voit au niveau des rapports isotopiques que le pétrole vient d'origine biologique. Et on ne voit pas de rapport d'isotope euh, d'origine roche, d'origine biotique, qui viendrait du fond de la Terre. Et en plus, les chaînes d'hydrocarbures qui seraient faites sous la pression colossale du manteau et la chaleur colossale ne seraient pas capables d'être aussi longues que celles de pression, certes quand même colossale, mais moins colossale, qui se font sous les sédiments proches de la surface, relativement proches de la surface. Et puis simplement, il n'y a aucun euh, gisement de pétrole vide qui s'est rempli. Alors, vous verrez si je parle un petit peu de ça un peu plus en détail dans la conférence de Marseille, mais faites gaffe, croire qu'il y aurait des solutions miracles pour l'énergie, pour 7 milliards d'êtres humains, que ce soit biotique, solaire, machin, c'est vraiment, vraiment prendre un sacré risque. Ensuite, vous pouvez l'espérer, puis quand même vous préparer au fait qu'il n'y ait pas de solution de, de substitution au pétrole. Et apprendre à vivre sans pétrole, parce que si vous vous plantez, vous êtes mort. Donc vous pouvez croire, hein, allez-y, pétrole et biotique, masturbez-vous sur les panneaux solaires et mettre tous les habitants. Oui, bien sûr, la densité par kilomètre sur l'ensemble de la surface des terres émergées, elle est relativement faible. Mais il y a les déserts, il y a les cimes, des montagnes, il y a les endroits, les marécages, il y a les lacs, il y a plein d'endroits où on ne peut pas vivre, on ne peut pas cultiver. Et puis, vous êtes gentils, mais nous mettre tous dans des tours de 1000 mètres de haut, comme des lapins, Matrix, non merci, hein. Donc, faut vraiment faire gaffe à ce qui est raisonnable. Et les solutions
plan sur la comète très utopique, à mon avis, ce ne sera pas des vraies solutions. On nous parle d'Afrique ensuite. Autre question. Que pensez-vous de l'Afrique en cas d'effondrement économique, puisqu'il il souffre déjà d'une grande corruption. euh, voilà. Donc, oui, eux, en fait, l'effondrement économique et l'exploitation et l'impérialisme, eux, le connaissent déjà. Donc, la mise en esclavage de l'être humain par l'être humain, en réalité, vous savez que je suis un peu sur la pensée de Bernard Lugan sur la colonisation, mais néanmoins, l'impérialisme sur l'Afrique, enfin, les Africains l'ont déjà senti passer. Et simplement, c'est les Occidentaux qui se rendent compte, enfin les populations occidentales, qui elles sont en train de le sentir passer aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut, mais les grands salopards qui essaient de mettre l'humanité en esclavage, euh, quelque part, ils sont pas si racistes que ça. C'est-à-dire qu'on est tous des merdes pour eux. Donc ils vont tous nous mettre en esclavage, pas que les Africains. On verra s'ils y arrivent. À mon avis, ça s'effondre avant. Mais les solutions pour l'Afrique, pour ça, bah, franchement, je vous encourage d'écouter un Kémy Séba et écouter ses solutions, c'est-à-dire de souveraineté, on ne peut que abonder dans ce sens-là, de fierté d'être africain pour un Africain. Moi, évidemment, je ne peux pas être fier d'être africain, je ne suis pas africain. Mais, ou alors, il y a très très longtemps. Mais voilà, de retrouver la souveraineté, de retrouver la maîtrise de ses ressources, y compris celles du sous-sol, bien sûr, et y compris les ressources intellectuelles et mentales, de ne pas se faire euh, de ne pas être obligé à suivre le modèle de développement qu'imposent l'Occident et les multinationales occidentales, et à un moment de monnayer extrêmement cher les ressources précieuses qu'a encore l'Afrique. Parce que l'Afrique a beaucoup, beaucoup de ressources. C'est un très grand continent avec énormément de ressources. Et puis, de développer un développement qui est rationnel et qui est bien, qui est bon pour l'Afrique et les Africains. Et d'ailleurs, un grand nombre d'Africains qui ont acquis des compétences et même du capital en Occident vont pouvoir revenir en Afrique selon l'encouragement de Kani Seba. Pas tous, mais une grande partie. Et ils vont pouvoir contribuer au développement de l'Afrique et probablement un développement qui est plus adapté au climat, à la mentalité, au mode de vie de l'Afrique. Le point le plus important, c'est de démarrer par une baisse de la démographie, ce qui est déjà le cas, c'est-à-dire une baisse surtout de la croissance démographique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est énormément je crois que plus de 50% de la population a moins de 20 ans. C'est une population qui va doubler si il n'y a pas d'effondrement économique. Et donc, il y a à la fois une puissance, mais aussi un risque, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Ensuite, l'effondrement économique, il va heurter l'Afrique de plein fouet comme tout le monde. Alors certes, le paysan au fin fond du pays euh, Peul au Mali ou au nord du Sénégal, pour lui, ça ne changera pas grand-chose, mais dans les grandes villes, la difficulté d'avoir de l'approvisionnement, ça va faire des dégâts, ça va faire des tensions, ça va faire potentiellement du chaos. Donc il faut qu'ils se préparent également. Donc j'encourage les Africains, j'espère pouvoir aller un jour en Afrique faire des conférences pour encourager les Africains à se préparer collectivement, individuellement, etc. Donc, oui, la corruption, elle existe partout. Ensuite, moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'en Afrique, c'est plus corrompu qu'ailleurs. Je pense qu'en Occident, nous sommes largement plus corrompus, en plus avec des montants plus gros. Mais c'est vrai qu'il y a une culture de corruption des élites africaines corrompues par l'impérialisme, par les multinationales européennes, chinoises, américaines, etc. Donc, moi, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, on peut être critique hein, sur les Africains. Moi, je le fais de moins en moins parce que je laisse ça aux Africains d'être critiques par rapport à eux-mêmes. Euh, mais euh, mais il faut aussi dire qu'il y a une part de responsabilité de certains individus américains, européens, de plus en plus chinois, d'exploiter et de corrompre ces élites corrompues. Alors on corrompt, il en faut deux hein, pour être corrompu, le corrupteur, le corrompu. Euh, c'est humain, ça arrive. Mais je pense que l'Afrique a un bon avenir, mais un avenir autonome pour elle. Pas, je pense faut arrêter de se mêler des affaires des autres. Que penses-tu de la situation économique bah, si vous avez lu mon livre sur Vivre à l'effondrement économique, vous voyez à quel point ce que j'avais prévu, malheureusement, est en train d'arriver. Euh, par où ça va arriver? On me dit, tu penses que ça peut arriver par où? Par la finance, par Ebola, par la géopolitique?
Je vais faire une annonce sur 2015 pour les vœux bientôt. Donc je vous laisse regarder mes vœux, je vous expliquerai un petit peu ce que je pense va arriver en 2015. Ça va être chaud 2015. Et moi je pense que ça vient quand même par la finance, bien que la géopolitique est soumise de plus en plus à la finance et qu'on peut avoir des grosses crises avec la Russie ou avec la Chine à cause de la finance américaine qui est en train de ne plus pouvoir tenir. Et bien sûr parce que derrière, les économies américaines, européennes, etc., elles sont exsangues et elles sont au bord de la grosse crise. L'argent que tu arrives à mettre de côté, j'en mets pas beaucoup de côté, est-ce que tu le dépenses intelligemment parce que tu as sécurisé le nécessaire? Est-ce que tu augmentes tes stocks? Oui, j'augmente mes stocks et pour moi, c'est ça de dépenser intelligemment. Le plus intelligemment possible, c'est d'acquérir des compétences. Donc je passe beaucoup de temps, je passe pas mal de temps, des week-ends, à faire des formations, à apprendre chirurgie, premiers soins, tir, potager, permaculture, etc. Et est-ce que tu gardes beaucoup d'argent en banque? Non, déjà parce qu'il en reste plus beaucoup à la fin du mois, mais j'essaye de garder le moins d'argent possible à la banque. Euh, voilà. Tu penses devoir déménager dans ta bad avec ta famille d'ici combien de temps? En fait, j'y habite partiellement. Nous y sommes. Moi, j'y suis en général les week-ends et les vacances. Et c'est vrai qu'on travaille encore un petit peu en ville. Mais personnellement, le plus vite possible, dès que ma femme décide d'en avoir marre de bosser là où elle travaille, elle a un bon job, hein, donc on n'a pas besoin de son revenu, ça va. Mais le jour où on en a marre et qu'on vive à la ferme, c'est important. Après, dans mes niveaux d'alerte, dès que je suis en alerte niveau 3 ou 4, on part. Donc on verra bien. C'est pour ça qu'en ce moment, on est entre 2 et 3. Enfin, c'est pas à cause de ça. C'est aujourd'hui, il se trouve qu'on est à un niveau entre 2 et 3, donc je suis très proche d'imaginer le départ. Euh, Pourrez-vous faire une chute économique en cinq étapes? Bah, c'est difficile à dire, mais on peut très bien imaginer. J'ai fait des scénarios dans mon livre. Ils sont faits sur mon site pierrot.com. Il y a des scénarios. Il y a 9 scénarios différents. Ça peut avoir 50 étapes. Ça peut avoir 2 étapes. Ça peut avoir une étape. Euh, mais généralement, les crises économiques donnent des crises sociales. Des crises sociales donnent des crises géopolitiques lourdes. Des crises géopolitiques peuvent donner la guerre. Et la guerre donne ensuite la famine et d'autres joyeusetés de ce genre-là. Donc c'est très difficile d'avoir des phases comme ça de manière, euh, je sais pas, devin, donc il peut y avoir plein de scénarios possibles. Alors les pailles filtrantes sont-elles aussi efficaces que les filtres autres que paille? C'est pas la même utilité. La paille filtrante, c'est vraiment quelque chose d'urgence, c'est-à-dire vous faites du camping ou vous êtes dans l'évacuation, vous avez votre paille, vous n'avez pas besoin d'embarquer un filtre avec vous, vous pouvez prendre de l'eau, boire directement dans l'eau, c'est très utile. Les filtres bouteilles vous permettent de filtrer de l'eau directement dans une bouteille, donc vous permettent de l'accumuler et pas simplement la boire. Et puis les filtres un peu plus gros, comme les Big Birkey ou les Birkey, qui sont vraiment excellents, vous permettent d'avoir dans une position fixe, ou peut-être il y en a même des mobiles, mais en général c'est fixe, de mettre de l'eau dedans et de manière qu'il soit filtré. Donc déjà, c'est une question d'utilité et de volume. Ensuite, il y a aussi une question de qualité de filtrage. Généralement, les grands filtres ont des filtres plus puissants et plus fins, et donc capables de mieux arrêter les virus et d'autres bactéries. Généralement, les bactéries, c'est filtré dans tous les cas, mais parfois certains virus ou certains métaux, lourds parfois, ben, ils peuvent être mieux filtrés par des grands filtres que par des petits filtres. Et puis, bien sûr, il y a la capacité du filtre à filtrer le nombre de litres d'eau. Une paille, c'est quelques centaines de litres. Euh, un filtre bouteille, c'est peut-être plusieurs centaines de litres. Et un grand filtre, c'est des milliers de litres. Donc là aussi, adaptez vos filtres à vos besoins. Et puis, franchement, moi j'ai toute la gamme. Ayez-en plusieurs pour différentes utilités. Et puis, qui peut le plus peut le moins. Donc c'est toujours bien d'en avoir beaucoup. Alors, selon vous, comment puis-je trouver une source d'eau enfouie sur mon terrain? Bah, il y a des spécialistes, il y a les sourciers, et il y a aussi des spécialistes en hydrologie, hydrographie, je sais pas comment on dit, mais il y a des spécialistes de l'eau qui savent dire, bah voilà, là, vous avez des chances de toucher les nappes phréatiques, vous avez touché des chances de trouver une résurgence, une source. Ça se travaille,
C'est quelque chose de très important à faire avant d'acheter un terrain, ou si vous avez un terrain, de faire venir un spécialiste. Euh, de l'eau, il y en a pas mal, hein, mais il faut effectivement pouvoir la trouver, et il faut la trouver au bon endroit. Alors, sourcier, spécialiste, à vous de voir. C'est très régional aussi, hein, en fonction de ce qui existe dans votre région. Êtes-vous maintenant indépendant à 100% ou que vous manque-t-il pour y parvenir? Les panneaux solaires sont-ils installés? Les panneaux solaires sont installés, ils fonctionnent, merci. Est-ce que je suis indépendant à 100%? Non, et je pense que je serai jamais. Mais dans les 7 éléments de préparation, le lien social, on n'est jamais prêt. La défense, je suis assez prêt, mais on n'est jamais prêt. Les compétences, bah, on en a toujours à apprendre. L'eau, oui. L'eau, je suis à 100%, facile. La nourriture, bah, le potager, ça demande du boulot, surtout à la montagne. Donc, le potager, je dirais que je suis à 10%, 20% de ce que j'aimerais faire. Hygiène, santé, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc là aussi, je me donne 10%. Euh, énergie, on n'est jamais à 100%, même si j'ai panneaux solaires, même si j'ai du chauffage à bois, etc. Je dirais que là, je suis à 80%. Mais il me faudrait stocker des pièces détachées, il faudrait que je stocke des câbles, j'ai encore du boulot. Et puis, c'est pas grave de ne pas être à 100%. L'important, c'est d'être dans cette démarche, parce qu'à la fin, il y aura toujours du troc, il y aura des jeux de commerce, puis il y a toujours moyen de s'entraider. Donc, on va remettre en place une société qui compense. Il y en a un qui va produire plus, donc il va aider les autres, l'autre produit moins, en échange, il va peut-être faire d'autres choses plus, et donc on va s'entraider. C'est dans une communauté, d'où l'importance du lien social. Je pense que ceux qui ont lu mon livre ont bien compris que c'est pas une approche totalement individualiste. Alors, ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur les communications. Que penses-tu des communications de type VHF, donc ultra haute fréquence, radio de communication? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non, pas. Alors moi, je vous avoue, c'est le point où je suis en gros retard. Je suis pas très avancé. J'ai aucune radio à longue distance. Alors, j'ai des petites radios, celles qui se rechargent manuellement, qui vous permettent d'avoir des ondes moyennes ou des ondes de modulation de fréquence. J'ai des talkie-walkie tactiques, c'est-à-dire que j'ai des systèmes pour, dans les unités de combat dans lesquelles nous nous entraînons, eh bien, nous puissions communiquer les uns les autres. Ou simplement communiquer entre une personne et l'autre par onde, sans forcément avoir de téléphone. J'ai des téléphones satellites qui sont excellents pour pouvoir communiquer, d'avoir la possibilité de communiquer, même évidemment à très longue distance, à travers le monde entier, par satellite. Mais pour communiquer par exemple avec d'autres groupes qui se prépareraient ou avec les autorités en cas de coupure, etc., j'ai pas grand chose. Je suis en train de regarder, mais j'avoue que je suis très en retard, donc je ne suis pas capable de encore bien répondre à ce problème. Et c'est une de mes carences, donc on en a tous, et on travaille là-dessus. Question sur le budget. Oui, alors on me dit, est-ce que vous pouvez me berger de longue durée parce que j'ai très peu de moyens. Alors, ça revient à la question de moyens et du budget. Alors, ceux qui ont lu Rue Barbare, vous savez que dans Rue Barbare, il y a tout un chapitre sur comment se préparer pour pas grand-chose. Le problème du budget, c'est qu'on voit toujours, vous savez, on voit toujours le verre, est-ce qu'il est à moitié vide, il est à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide, il est au 4/5e vide. Mais il y en a quand même. La question, c'est qu'on a souvent des ressources que l'on ne voit pas. D'abord, on a énormément de matériel et d'objets autour de nous qui servent à rien qu'on peut vendre, donc ça nous rapporte un petit peu, pas grand-chose bien sûr, mais ça nous rapporte quelque chose. Ensuite, on a aussi des dépenses qu'on peut éliminer, on a souvent des dépenses qui servent à rien, peut-être dans des sorties, dans la nourriture, dans plein de choses. Il y a plein de gens qui ont aussi des addictions, alcool, cigarettes, drogue, qui coûtent cher, pute, ça coûte cher. Alors, on voit toujours l'état final, genre, ah, j'ai plus d'argent à la fin du mois. Mais où est-ce qu'on a dépensé cet argent? Est-ce qu'on a fait vraiment un calcul correct? Ou est-ce qu'on le dépense de manière inutile? Souvent, on paye trop cher les loyers, on peut vivre à plusieurs, on peut se grouper. Enfin, il y a plein de solutions. Et puis ensuite, il y a des solutions pour gagner plus. Qui a dit qu'on doit bosser qu'un seul métier? Peut-être qu'on peut prendre deux jobs pendant un certain temps, peut-être pas de manière permanente. Mais si le but c'est de gagner un peu plus d'argent pour se préparer, on peut faire des sacrifices et travailler un peu plus. On peut aussi dépenser moins. Donc tout ça, vous allez me dire, ouais, mais c'est facile pour toi. Peut-être. Mais ça n'a pas toujours été facile pour moi. Vous ne connaissez pas toute ma vie.
Mais il y a des gens qui arrivent très bien. Donc surtout, ne pas prendre les excuses en disant ah mais j'ai pas d'argent, ça coûte trop cher, machin, pour ne rien faire. Enfin à la fin, faites ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Mais je vous encourage quand même à bien faire l'analyse de où vous en êtes dans vos dépenses, où vous en êtes dans votre mode de vie, parce que souvent les gens se plaignent, en fait ils voient pas qu'ils sont assis sur des ressources, qu'ils ont une capacité de trouver des revenus et de baisser leurs charges, qui leur donnent tout d'un coup plusieurs centaines d'euros par mois de disponibles, et ils se disent ah mais j'avais pas jamais pensé. Eh ben oui, ben maintenant tu les as. Et ben, cet argent il peut servir à votre préparation à des choses importantes. Et c'est écrit dans Rue Barbare en détail. Hmm. Alors, il y a des pays où c'est difficile de trouver des pièces d'or et d'argent, par exemple au Maroc. Bah, je connais pas, j'ai jamais acheté de l'or et de l'argent, mais je pense que dans des sociétés un peu traditionnelles, bien que le Maroc c'est un pays très moderne, hein, mais enfin il y a une partie un peu traditionnelle, on peut trouver, alors peut-être effectivement vous dites est-ce que je pourrais acheter des bijoux. La question c'est s'il y a une crise et que la monnaie elle est moins acceptée ou elle ne vaut plus rien, est-ce que le bijou, oui ou non, sera accepté comme monnaie d'échange dans un troc et elle sera reconnue? Le problème du bijou, c'est qu'il est souvent unique, donc c'est très difficile d'estimer sa valeur. Les pièces de monnaie sont bonnes. Il faut savoir que de plus en plus dans le monde musulman, dans le monde, en tout cas au Maghreb, il commence à y avoir des pièces de monnaie, or et argent, dinars et dirhams, qui commencent à circuler et qui vont être reconnus tôt ou tard. Donc ça, c'est une bonne possibilité, une bonne alternative. Donc trouver l'endroit, moi je connais pas bien le Maroc, ça fait longtemps que je suis pas allé, trouver l'endroit où on peut trouver, etc. On me pose la même question. Je suis au Maroc, la vente d'armes est impossible ici. Moi, on me dit ça en France, or en France c'est tout à fait possible. Donc je ne connais pas la législation du Maroc, je vous encourage à la suivre. Et ensuite, je vous encourage à regarder quelles sont les possibilités d'avoir un permis de chasse, comment vous défendre, bah, s'il n'y a pas d'armes à feu, il y a peut-être d'autres armes, apprendre de toute façon à vous défendre par d'autres moyens. À voir. Regardez bien la législation, regardez bien ce qui est possibilité, respectez la loi, mais testez toutes les possibilités de la loi. Alors, ensuite, j'ai des questions qui viennent sur la localisation de la base autonome durable. Que conseillez-vous à quelqu'un propriétaire d'une maison à 5 km d'une centrale nucléaire? Je vous conseille de la vendre et de partir. C'est dangereux 5 km. Sur quel principe, bonne chance pour la vendre, hein, sur quel principe fonder l'achat d'un bien apte à produire de la résilience? C'est hyper vaste comme question. L'état du lieu, de la géographie, de la culture locale, la démographie, la culture, je l'ai déjà dit, la richesse des gens, la richesse de l'endroit, la richesse de la terre. Dans Survivre à l'effondrement économique, je donne quelques indices sur comment trouver un endroit idéal pour mettre en place sa base autonome durable. C'est pas évident. Il faut voir vraiment voilà, la population, l'hydrographie, le type de climat, la qualité des sols, la capacité à se défendre. Est-ce qu'on est en ville, pas en ville, à la campagne? Est-ce qu'on est isolé ou est-ce qu'on est accessible? Il y a énormément de critères pour chacun de ces critères. Difficile, difficile à dire. Alors, on me dit, quand est-ce que tu passeras sur Meta TV? Je crois que j'y suis déjà passé, et j'y repasse volontiers si on m'invite. Alors, cette question-là était là au milieu d'autres, par hasard. Alors, autre question, dans les pays de l'Union européenne, quels seront ceux le plus touchés par cette crise? Y a-t-il des pays préférables? Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, parce que là aussi, est-ce que vous êtes en ville, est-ce que vous êtes à la campagne, est-ce que vous êtes dans un endroit assez facile à défendre et sûr, est-ce que vous êtes dans une communauté qui s'entraide ou pas, etc. La grosse baffe économique, elle va dépendre de tout ça, l'infrastructure locale, la culture, le niveau d'indépendance, le niveau de résilience. À mon avis, en Europe, les pires pays, c'est tout d'abord l'Angleterre. Pas forcément tout le Royaume-Uni. Le Pays de Galles et l'Écosse, ça peuvent peut-être s'en sortir. Mais l'Angleterre, la quantité de population par rapport à la surface agricole, elle est juste démente. Et ils importent tout. Le jour où ça se viande, ils vont tous s'entretuer. En plus, c'est des groupes ethniques qui se détestent. Les Pakistanais, les Indiens, des Anglais, des, euh, des- des Maghrébins, des Moyen-Orientaux, des Haïtiens, des Nigérians, des Africains. Il y a de tout. Et ils vivent chacun dans des ghettos, les Chinois, etc. Et ça va être vraiment un gros bordel, l'Angleterre. Deuxième pays où ça va être le plus le bordel en Europe, à mon avis, c'est la France.
franchement, ça va finir en guerre civile. Je le souhaite pas, hein, mais à mon avis, c'est comme ça. Et ensuite, c'est la Suède. La Suède, parce qu'ils sont en train d'être ethniquement nettoyés par leurs immigrants. C'est juste dément ce qui se passe en Suède. Les mecs, ils sont fous. Ils ont fait venir en moins de 10 ans 10% de la population du pays venant du Moyen-Orient. Et ça se passe très très mal, évidemment, parce que les lois suédoises, elles sont complètement folles. Là-bas, si tu violes une gonzesse, en gros, ils te donnent une médaille et puis ils te disent, mais c'est pas grave. Enfin, ils sont fous. Donc ça va péter. Tôt ou tard, les Suédois, ils vont devenir vikings, ou avec l'effondrement économique, ça va être le nettoyage ethnique total, quoi. Le reste, les autres pays, lesquels sont mieux, bah, ça dépend tellement de facteurs. Mais je pense que la Méditerranée, c'est plutôt bien. Les pays autour de la Méditerranée sont plutôt pas mal. Espagne, Italie, Grèce, etc. Après, l'Allemagne, à voir, il faudrait vraiment que j'étudie l'Allemagne. Le Benelux, ça va être moyen. La Norvège, la Finlande, probablement ça va. L'Europe de l'Est, ça devrait relativement aller correctement. La Suisse aussi, mais on va la bouffer aussi, hein, l'effondrement et le bordel. Et en plus, ça dépend vraiment. Si vous êtes à la campagne, ça va, même peut-être en Angleterre. Mais dans les grosses villes, partout, même dans un pays qui va aller bien, même en Suisse où ça devrait aller bien, ou même en Norvège, si vous habitez Zurich ou Oslo, Oslo en Norvège donc, ça peut être très mauvais, hein, ça peut être très très mauvais parce que c'est des grandes villes, l'approvisionnement, est-ce qu'il se fait correctement, est-ce que les gens paniquent, tout ça, c'est pas gagné. Alors, même question, est-ce que vous avez des limitations ou des problèmes à mettre en place une base autonome durable au Québec? J'ai déjà fait une vidéo par rapport au Québec. Clairement, la limitation, la différence par rapport à l'Europe, c'est le climat. Il fait froid l'hiver, il fait vraiment froid l'hiver. Donc, plus il fait froid, plus il faut se préparer contre l'hiver. L'autre gros désavantage du Québec, c'est il y a un voisin au sud, les États-Unis, qui peut venir prendre toutes vos ressources. Alors en fait, ils le font déjà, mais ils le font parce qu'ils ont soudoyé vos politiciens. Mais enfin, c'est toujours dangereux d'avoir un gros pays au sud. Mais enfin, à mon avis, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème du Québec, c'est de préparer le froid quand il y aura moins d'énergie. Il y a aussi pas mal de centrales nucléaires. Faut faire gaffe à celle-là. Mais bon. Hmm. Pharmacie. Question sur la pharmacie et le médical. Bonjour Pierrot, quel conseil pour l'armoire à pharmacie du futur? Quid des antibiotiques et des soins dentaires dans un contexte très perturbé? Alors j'en parle beaucoup dans Survivre à l'effondrement économique. On a repris ça un petit peu dans Rue Barba et Vol Ouest. Bon, l'idéal c'est de soigner au maximum soi-même ce qu'on peut faire, la bobologie et de prévenir les maladies. Et soi-même, ça veut dire 90 des problèmes en réalité. Et ça, bah oui, travaillons sur les plantes, les pommades, la phytothérapie, l'acupuncture même, tout ce qu'on peut apprendre pour travailler sans chirurgie lourde, intrusive et compliquée et complexe, qui nécessite des compétences très pointues et du matériel très pointu. Il y a d'ailleurs un vaste engouement sur ces médecines dites naturelles qui sont aujourd'hui scientifiquement prouvées. Il n'y a aucune discussion sur le fait de la performance de cette médecine qu'on appelle généralement traditionnelle chinoise ou naturelle, quant à la prévention et même aux soins de beaucoup de maladies, y compris cancer et autres, hein. Mais en même temps, moi je ne rejetterai pas la médecine occidentale, qui est essentiellement chirurgie mais aussi chimie, enfin c'est compliqué à définir. À mon avis, il y a une symbiose entre guillemets ce qui est naturel et entre guillemets ce qui est moderne. Euh, alors ensuite, dans un contexte très perturbé, les antibiotiques, à moins d'avoir une usine à côté, ça va être compliqué. Alors il y a quelques antibiotiques naturels, miel, girofle et d'autres. La question ensuite, c'est combien de temps c'est très perturbé, parce que si vous avez une infection, vous avez besoin d'antibiotiques dans la semaine, c'est là où ça vaut la peine d'avoir des stocks si la crise tombe juste à ce moment-là. Si la crise elle dure des années, bon ben là vous allez avoir des stocks d'augmentins, coamoxicilline, coamoxicilline, etc. C'est déjà pas mal. Mais après, il va falloir en trouver au marché noir, il va falloir en trouver dans le commerce, commerce dans le sens troc. C'est pas gagné parce que beaucoup de gens vont rechercher, y compris d'autres types de médicaments. Donc vraiment, c'est un travail complexe et je vous encourage à lire Survivre à l'effondrement économique et de là, vous renseigner sur des livres spécialisés sur les plantes, sur les antibiotiques naturels, etc. Il y en a. Alors quant aux dents, il n'y a pas 35 000 solutions. Il faut vraiment, dès à présent,
se tenir au niveau des soins dentaires, de se tenir à jour, aller voir un ou une hygiéniste dentaire au moins une fois par an, se faire vérifier ses caries, si vous avez un dentier, un bridge, des couronnes, de faire vérifier qu'elles tiennent bien, etc. Ça vous donne 5 ou 6 ans d'avance, et si vous avez des bons soins dentaires, a priori, des caries, vous en aurez pas ou très peu. Et puis, parce que si vous avez un gros problème et que bon, c'est un effondrement partiel ou une perte de la normalité partielle, même si vous avez un abcès, vous allez avoir très mal, mais bon, dans 2 3 jours, vous allez être soigné. Si ça dure plus longtemps, il va falloir traiter. Et s'il y a rien, il va falloir traiter avec les moyens du bord. Et parfois, les moyens du bord, c'est une pince. Et si vous devez vous arracher une dent parce qu'il y a une carie, c'est vraiment dommage, parce que vous aurez pu vous soigner ça à l'avance. Si vous avez un abcès, bah, malheureusement, ça peut arriver, c'est une infection, ça peut arriver, même si vous avez des dents relativement saines, c'est rare, mais ça peut arriver. Antibiotiques naturels, donc dans votre kit, ayez de quoi travailler euh, sur ça. Maintenant, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, et si ça marche pas, ça va vous faire très très mal. Et à ce moment-là, bah, peut-être qu'il faut passer à la pince pour arracher la dent. Et là, vous serez un sans dent. Mais c'est ignoble votre président qui vous traite de sans dents. Quel enculé. Bref, moi je passe ma vie en tout cas à dire à mes gosses de se brosser les dents 3 fois par jour, après chaque repas. Donc voilà, il faut faire des stocks de dentifrice, des stocks de brosses à dents, apprendre c'est très difficile de soigner une carie soi-même parce que faut vraiment du matériel et du savoir-faire, et puis soi-même c'est compliqué. Donc bref, je dis toujours à mes gosses de se brosser les dents parce que voilà, j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes, et j'ai pas envie, je me vois pas leur arracher les dents. On arrive vers la fin. Conservation des aliments. Par quoi remplacez-vous le plastique et l'aluminium pour conserver vos aliments? Je travaille de plus en plus avec des bocaux. Euh, les emballages sous vide, c'est surtout bon pour des lentilles, des légumineuses. Je stocke beaucoup parce que je mange beaucoup de lentilles, enfin beaucoup. Je remplace pas mal de viande en ayant baissé la consommation de viande par justement des graines, des lentilles, des légumineuses. Et sous vide, c'est bien, surtout si vous rajoutez un petit absorbeur d'humidité, c'est pas mal. Après, je suis en train d'apprendre à faire de la choucroute. Donc, comme je produis du chou dans mon jardin, en fin d'année, eh bien, j'aime bien, j'en produis, je pense que je peux produire de grandes quantités. Donc, je me suis acheté des fûts en grès, et puis je vais du sel, et puis je vais commencer avec une grappe spéciale à chou, je vais commencer à faire de la choucroute. Et j'ai envie de devenir maître choucroutier. Et parce que c'est vraiment, j'adore ça, c'est bon pour la santé, et ça permet de conserver le chou pendant pas mal de temps par l'effet de la fermentation et du sel. Et donc, voilà, c'est pas mal. On me dit le colin avec ou sans patate? Sans patate. On connaît nos classiques quand même. Alors, on arrive au bout. Sur la Suisse. Ah, on me pose aussi la question, comment je fais pour acheter des grenades au marché noir? Euh, il faut les fabriquer soi-même. Non, mais sans déconner, il faut franchement respecter la loi. Et bon, c'est de l'humour, mais ça m'est arrivé de recevoir ce genre de questions de manière sérieuse. Je veux dire, les mecs, ils sont complètement tarés. Euh, D'abord, je peux vous dénoncer, mais c'est illégal. Enfin, la loi des explosifs, elle est claire. C'est prohibé. Et en plus, c'est un truc à se faire péter une main ou un doigt parce que vous allez manipuler ça comme des golemons. Donc, non, non, non. Vraiment rester sur la légalité à fond, surtout pour les explosifs. C'est encore un truc pour vous faire du mal. Alors, la Suisse. Hmm. J'habite en Suisse, mais il est plus facile de trouver, il est difficile de trouver un potentiel de base autonome durable car tout est cher. Et oui, la Suisse c'est cher, malheureusement. Alors après, on peut se grouper, mais c'est vrai que c'est des montants considérables pour des biens, même des biens simples en Suisse. Donc j'ai pas trop de solutions. C'est pas moi qui fais les prix du marché, mais simplement soit tu gagnes plus, soit tu te groupes, ou tu trouves un endroit plus éloigné qui coûte moins cher, ou tu transformes en base autonome durable l'endroit où tu habites, même si c'est un appartement en ville, on peut faire quelque chose. Et en attendant, tu mets de côté pour aller effectivement plus tard dans un endroit peut-être mieux adapté. C'est pas évident, hein. C'est vrai que l'immobilier coûte très très cher en Suisse. Au vu des dernières votations sur l'or et sur l'immigration, est-ce qu'il faut quitter la Suisse?
Bah, c'est vrai que nous, en Suisse, on est en train de devenir des beuvios comme les autres, si on fait pas gaffe. Mais je pense que la Suisse, ça reste avec certains avantages, mais on va quand même la bouffer, la crise et l'effondrement économique comme les autres. Peut-être avec un peu de retard, mais on va y avoir droit. On a aussi des grandes villes, hein, Zurich, Bâle, Lausanne, Genève, Berne. Ce sont des grandes villes avec qui vont avoir des gros problèmes pour toutes les raisons que j'explique dans Survivre et dans Rue Barbare. On va, on va être impacté comme les autres, peut-être un peu moins, et peut-être qu'on est un tout petit peu mieux préparé que les autres, mais ça va être chaud, hein, en Suisse, hein. Ça va pas être du tout une partie de plaisir. Les villes sont aussi dépendantes en just-in-time que le reste. Les gens, ils réagissent, surtout les urbains, ils réagissent pas bien du tout au stress et aux crises. Il faut pas être naïf, hein. On est dans aussi un pays de plus en plus hétérogène, et les jeunes, ils sont complètement lobotomisés par la télé, les jeux vidéo, les drogues, comme dans les autres pays du monde, hein. Donc, et accro-consumérisme. Donc je pense que les grandes villes, elles vont beaucoup souffrir. On a la chance d'avoir encore une armée de milices, on a la chance d'avoir une protection civile assez pointue, mais dans l'ensemble, ça va être très dur. Est-ce que les Suisses vont passer à l'euro? Bah, c'est fait, depuis longtemps. Le franc suisse, il est mort, il est mouru, comme dirait Pierre Jovanovic. C'est la fin de l'indépendance monétaire, on peut la récupérer, c'est pas irréversible. Mais la Banque nationale suisse, elle est totalement soumise au système international, et elle a fait tourner sa planche à billets pour soutenir l'euro de manière colossale. Et comme on a vendu aussi 1000 tonnes d'or, la moitié de l'or qu'on avait au cours des 15 dernières années, et qu'une partie de notre or est aux États-Unis et ailleurs, et qu'on va jamais le revoir parce qu'il n'y est plus, on va souffrir même financement. Moi, je j'ai plus tellement confiance dans le franc suisse. C'est terrible, hein. Mais on a fait des erreurs et maintenant il va falloir les payer. Alors, c'est pas irréversible. Les politiciens suisses, ils pourraient toujours revenir en arrière, surtout s'il y a assez d'or. Et il y en a encore, hein. Mais on a encore le pays avec le plus d'or par tête d'habitant. Mais on aurait pu en avoir deux fois plus si on n'avait pas fait les bêtises d'en vendre autant dans les années 90 et 2000. Plutôt 2000. Alors, vous préférez plutôt les pommes de terre rösti en frites ou en pâte, ou alors le riz et les lentilles? Alors à l'origine pâte, puisque je suis d'origine italienne, mais aujourd'hui je compense le fait de manger moins de viande avec plus de lentilles. Il y a des roses, des vertes, des brunes. J'adore. Elles sont des jaunes. Elles sont belles les lentilles, elles sont bonnes. Le riz, ça va, j'en ai stocké, mais j'en mange un peu. Les frites, j'en fais jamais. J'en mange au restaurant, ça m'arrive, mais je sais pas en faire, je sais pas les faire. Alors oui, on mange et on fait des röstis, mais ma spécialité, c'est les pommes sautées avec de l'ail, des oignons, du persil, de la ciboulette, de l'huile d'olive, tout ça sauté à la poêle, avec un peu de gros sel. C'est un régal. Et surtout si les pommes de terre sont de bonne qualité, comme des pommes de terre d'Oléron, là on va en vacances, où j'ai découvert, et en fait je plante dans mon jardin des pommes de terre grecques, des pommes de terre de Naxos. Alors en fait c'est de la binge, hein, mais qui est passée, je sais pas par où, mais qui est arrivée en Grèce et qui s'appelle les pommes de terre de Naxos, qui sont très grandes, elles sont très bonnes, et elles sont très bonnes cuites simplement à l'eau, et on les mange pelées avec un petit peu de fil d'huile d'olive et un petit peu de sel. Mmh, en accompagnement d'une salade ou quelque chose, c'est vraiment excellent. J'adore cuisiner, hein. Moi, en fait, cuisiner, je crois que c'est un acte d'amour. C'est l'acte d'amour pour les gens pour qui on cuisine. Parfois, c'est pour soi-même. Et la bonne cuisine, ça me manquera, donc je fais en sorte voilà, de voir de quoi cuisiner, donc d'avoir des épices, d'avoir un stock aussi de ce qui va m'aider à cuisiner correctement. Ce qui va en fait beaucoup me manquer dans les fondements économiques, c'est toute la cuisine ethnique, c'est-à-dire de pouvoir dans n'importe quelle ville d'aller manger ou de cuisiner thaï, éthiopien, j'adore. Euh, je sais pas, congolais, indonésien, japonais, chinois, français, bien sûr, enfin tous les pays, et marocain, indien, etc. Ça va me manquer. Je pense qu'on a eu le grand privilège de pouvoir tester toutes ces cuisines dans nos générations, et ça, ce sera une grande perte. Alors, question, alors on arrive vers la fin, là. Alors là, les questions, j'ai gardé pour la fin des questions peut-être un peu plus accessoires, comme celle du début. Êtes-vous adepte du New Age? Alors en fait, je ne sais pas ce que c'est. Et pour répéter, moi j'aime bien savoir, j'aime pas croire. Donc toute croyance à tendance religieuse me tend méfiant. Parce que la religion, elle est censée relier les gens, mais c'est pas forcément bon de relier. Enfin, relier les gens, c'est bien, mais si c'est relier les gens pour aller faire des conneries,
Je suis pas sûr que c'est bon. Après tout, le nazisme, c'est une sorte de religion et ça a relié les Allemands, hein, mais à la fin, donc, en tout cas, d'un point de vue objectif, pour eux, c'était pas bon. À la fin, ils se sont fait péter la gueule. Donc, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Après, la spiritualité, c'est important. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. La foi, la spiritualité, le fait qu'il y ait peut-être d'autres forces que la science n'explique pas bien, ou même d'autres entités vivant dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, ça c'est possible. La science nous l'expliquera tôt ou tard, et ça peut s'observer, ça peut de manière objective. Et ça, je suis pas contre. Hein, je pense que c'est possible qu'il y ait d'autres choses. C'est pour ça que je me dis agnostique, c'est-à-dire je peux pas exclure que ce que les gens appellent Dieu existe et que ce soit en fait une autre entité qui habite sur un autre plan et qui c'est peut-être un extraterrestre, enfin, j'en sais rien, mais les hypothèses sont ouvertes. Et donc, moi, je ne refuse pas des hypothèses. Ensuite, je ne suis pas obligé d'y croire, mais je ne refuse pas les hypothèses. Alors, en parlant de ça, croyez-vous aux extraterrestres? Alors, encore une fois, j'aime bien savoir et pas croire. Alors, vu l'immensité de l'univers, il me paraît évident qu'il y a de la vie et qu'il y a beaucoup de vie partout dans l'univers. Alors, c'est pas parce qu'on n'en a pas encore découvert, parce qu'on est qu'au début, en tant que petit singe qui apprend à aller dans l'espace, on est encore au balbutiement de la recherche et de la découverte spatiale, mais, et peut-être qu'on n'y arrivera jamais à cause de l'effondrement économique. Mais bon, on sait qu'il y a des exoplanètes, on en a découvertes plein. Je crois que la première a été découverte un astronome de Genève. Et il y a plein de planètes. Parmi celles-ci, il y en a qui sont dans des zones où la vie est très probable. Et alors c'est impossible de le savoir sans y aller pratiquement, ou en voyant des sondes, mais c'est très très loin, ça demande des technologies que l'on ne maîtrise pas encore, ou qu'on ne connaît pas encore pour y aller. Mais la vie doit forcément exister partout. Ce qui posera des questions euh, métaphysiques assez intéressantes pour les gens qui croient que Dieu a créé la Terre, que Dieu a choisi des peuples pour être élus, etc., etc. Parce que s'il y a des vies dans d'autres planètes, quid? Donc peut-être que ça nous fera du bien que ça existe et qu'on en découvre. Après, Area 51, les extraterrestres sur Terre, je suis beaucoup plus sceptique. Parce que là aussi, statistiquement, s'il peut exister la vie, pour qu'il y ait une civilisation capable de se déplacer de manière interplanétaire ou inter-système solaire, et que cette technologie coïncide avec un moment où nous pouvons les voir et les observer, si ça se trouve, il suffit qu'ils soient venus il y a 1 million d'années, on n'était pas là, enfin, on était encore en train de se gratter le cul dans la savane, et s'ils arrivent dans 1 million d'années, peut-être qu'on sera plus là. Donc il faut qu'il y ait une coïncidence assez forte. Ça, c'est pas évident. Ça, ça n'exclut pas la possibilité que ce soit le cas. Alors je sais qu'il y a des preuves, entre guillemets des preuves, dans des peintures, dans des gravures antiques, d'objets qui ressembleraient à des soucoupes volantes, à des extraterrestres, etc. Mais là aussi, et c'est comme pour les... est-ce que c'est pas des gens qui voient ce qu'ils ont envie de voir? Moi, je dis pas que c'est pas des preuves, je sais pas. Je suis pas du tout expert. Ensuite, de là à dire, donc moi je dirais les extraterrestres, c'est possible. Mais de là à dire, ils vont arriver nous sauver, ils seront là demain matin, ils sont parmi nous, il y a de la marge. Franchement, dire ça c'est bien, mais il faut des preuves. Des preuves, c'est tangible. Alors ensuite, parfois on me dit, j'ai des questions, on me dit, je les ai groupées. On me dit oui, parfois tu utilises des mots vulgaires. Bah, j'assume. En fait, je m'en fiche un peu, mais surtout j'assume parce qu'en fait, c'est peut-être ma technique pour passer des messages. Alors peut-être que j'arrive pas à passer mon message, c'est des gens un peu embourgeoisés, un peu coinsos. Mais en tout cas le message, j'essaie de le faire passer avec un peu d'humour, parfois avec des expressions un peu vulgaires. Oui, oui, j'assume complètement. Et à la fin, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Et de toute façon, je vous encourage à penser par vous-même. Donc, moi, je n'essaie pas de vous convaincre, j'essaie de dire, et j'essaie de dire d'une manière qui, j'espère, va passer au plus grand nombre. Après, voilà, dernière question, et après, dodo, parce que ça fait quand même presque 3 heures que je papote. J'aime bien parler, mais je suis fatigué. Alors, on me dit quelle musique tu aimes? C'est une question un peu personnelle, peu liée à la survie, mais après tout, il y en avait pas mal qui n'étaient pas liées à la survie. Je suis un peu l'aimant aux questions qui sont pas liées aux techniques de survie.
Bon, bah, c'est comme ça, il en faut un, hein. Alors, eh ben, ça dépend. Moi, j'ai des goûts très éclectiques. Lorsque j'écris, il me faut de la musique sans parole. Il me faut vraiment par exemple, de la musique classique ou de film. Alors, par exemple, je sais pas, j'aime bien, pour ceux qui connaissent la musique, j'aime bien un compositeur japonais qui s'appelle Hiroshi Miyagawa. Mais sinon, dans le classique, j'aime bien Bach. Il y en a plein. J'aime bien les Hongrois du début du XXe siècle. J'aime bien les grands classiques, Mozart, Beethoven, bien sûr. J'aime bien les chœurs, notamment les chœurs de l'Armée Rouge. Ça motive. Ça, c'est pas tellement pour écrire, c'est vraiment pour la motivation. C'est un peu comme par exemple quand je fais du sport où je veux me vider la tête. J'aime bien écouter du hard rock. Alors là, c'est vaste, hein. Metallica, Van Halen, Rammstein, Led Zeppelin, AC/DC, Yes, Deep Purple. Enfin, la liste est longue, longue, longue. Plein de choses. Mais aussi, pourquoi pas du rap. J'aime bien les Français de I Am. Dans ma jeunesse, j'aimais bien Run DMC. Bizarrement, depuis que j'ai lu le livre de Carvey sur l'effroyable imposture du rap, j'écoute moins de rap. Mais c'est pas le truc pour moi, le rap. Surtout voilà, ce qui est récent. Mais j'aimais bien le groupe I Am de Marseille, Akhenaton. J'aime bien. J'aime bien le flow. Après, bon, voilà, j'aime bien la pop, j'aime bien Muse, Placebo, plus ancien, Genesis, Bruce Springsteen, euh, et comment il s'appelle le mec voilà, de Peter Gabriel de Genesis. Il a fait des trucs extraordinaires en solo, mais aussi dans son label, il a produit pas mal de. J'en besoin un type qui s'appelle. Voilà, je sais pas pourquoi je dis Sheikh Imran Hussein, non, c'est pas du tout lui. C'est Imrat Ali Khan, je crois, il s'appelle. Nusrat Ali Khan. Génial, 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 génial. J'aime bien la musique un peu ethno, mélangée, où on mélange le latino, l'indien, le pakistanais. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le jazz. Miles Davis, c'est un génie. J'aime bien aussi le funk, le Prince, James Brown avant lui, un truc, c'est juste des génies, des génies. Je crois qu'entre Miles Davis, Prince, James Brown et Jimi Hendrix, voilà, on a la preuve de l'importance de la culture afro-américaine dans le monde. Donc, respect. Voilà, je suis très très éclectique. La seule différence, c'est que j'ai moins le temps d'en écouter. Avant, quand j'étais gamin, j'avais mon Walkman. Et puis, maintenant, et puis j'écoutais pendant mes voyages dans l'avion avec mes iPods. Mais maintenant, j'ai vraiment beaucoup moins le temps parce qu'avec voilà, bah, donc il y a moins de musique. Et là où ma vie était remplie de musique pendant toute ma jeunesse et mes jeunes années, à partir des gamins, ça a été beaucoup moins présent. C'est comme ça change. Après, parmi mes préférés, bah, Pink Floyd, Tom Petty par exemple. En France, j'aime bien Souchon, Brel, Gainsbourg. En fait, j'aime bien ce qui est assez mélodieux. Voilà. Mais la liste est tellement longue de ce que j'aime bien. J'ai vraiment des goûts très très éclectiques. Euh, c'est difficile à répondre, mais voilà, c'est très vaste. Donc voilà, c'en est fait pour cette année. Fatigué. Euh, Question-réponse, après tout. Je le fais une fois par an, donc tant mieux. Et je ne sais pas si je ferai ça l'année prochaine. Donc préparez-vous. Bientôt mes vœux pour 2015, vous allez voir, je vais un peu plus parler de ce qui va nous arriver en 2015, enfin du moins ce que je crois va nous arriver en 2015, et ça va être chaud. À très bientôt. Ciao.